Bienvenue à ce retour d'expérience sur ce qu'on a vécu et ce qu'on continue de vivre à La Fourchette. On va vous présenter aujourd'hui avec Arlo la manière dont on conduit notre e-platforming en s'aidant du produit, en l'alliant à la technologie et en l'inscrivant à l'intérieur de la stratégie de l'entreprise. Donc moi je suis Florent Poissonnet, je suis le CTO de La Fourchette. Et moi je suis Arlo Bourras et j'ai la chance d'introduire le sujet. Je suis lead architecte chez La Fourchette. J'ai à ma charge la bonne évolution du système d'information de la compagnie et ça va avec le fait de la mettre en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Alors, on est là pour vous parler replatforming. C'est un mot un peu barbare, replatforming. C'est le processus qui consiste à remplacer un système par un autre, de façon brutale ou progressive. On a choisi la version progressive. Alors, vous l'aurez compris, un tel sujet, un tel projet, c'est pas une évidence et ça vient pas gratuitement. Donc, on a souhaité vous partager un petit peu la façon dont on l'a mené, dont on le mène, nos recettes, en espérant que ça puisse vous être utile si toutefois vous avez décidé de vous lancer dans un tel projet. Qui sommes-nous? Alors, La Fourchette, j'espère que vous connaissez, c'est à la fois une plateforme B2C qui permet aux internautes, aux people, d'aller réserver une bonne table de restaurant. C'est aussi une plateforme B2B qu'on offre à nos restaurateurs qui permet à la fois de gérer ses tables, de gérer son stock, et on leur offre un cahier de réservation électronique. En quelques chiffres, on a 40 000 restaurants partenaires aujourd'hui, on est présent dans 11 pays, on a 8 millions d'avis sur ces expériences au restaurant, sur l'ambiance, sur la nourriture, j'aime, j'aime pas, de la notation, qui permettent aux autres clients de comparer. On a 15 millions de visites mensuelles aujourd'hui. Des apps, 9 millions d'apps ont été téléchargées depuis le début et aujourd'hui c'est une grosse structure de 600 salariés. Alors je ne l'ai pas dit, on est aussi une filiale de TripAdvisor. La Fourchette, c'est une boîte qui est née en France il y a 10 ans et qui a été rachetée par TripAdvisor il y a aujourd'hui 3 ans. Notre mission, je vous la fais en anglais, build a place where every dinner can come to easily discover, find and plan the right and best restaurant experience at the best price. Alors, lançons-nous dans le vif du sujet, replatforming. Alors, c'est quelque chose, on ne fait pas ça sans raison, on ne se lance pas dans un tel projet sans raison. Chez nous, la raison était toute trouvée, on avait à vivre avec un ancien système confronté à une multitude de problèmes. C'est rapidement schématisé là sur les slides. On vit avec 3 gros monolithes sur chacun de nos mondes, le monde B2B des restaurateurs, le monde B2C de nos clients et ce qu'on a appelé back-office à destination de nos utilisateurs internes, le marketing, la finance et puis toutes les business units de l'entreprise qui ont besoin d'interagir avec le système d'information. Ces 3 gros monolithes nous posaient des soucis. Alors, le premier, c'est des soucis techniques. On a des monolithes qui ont chacun leur propre référentiel, sauf que les données qu'il y a à l'intérieur, c'est les mêmes. C'est des réservations, c'est des clients, c'est des restaurants. Et donc, on avait mis en place, au fil du temps, des mécaniques de synchronisation de données assez complexes, applicatives, et on a pu voir les systèmes peu à peu diverger, chacun dans leur propre gestion de données. Un problème de scalabilité, on a une belle croissance, on a de plus en plus de restaurants, de plus en plus de clients, de plus en plus de réservations, et finalement, à chaque fois que ça grossit, il faut faire grossir les 3 bulles. Les serveurs de base de données, les serveurs applicatifs, tout doit grossir en même temps 3 fois. Donc ça coûte un peu cher. On avait aussi des problématiques liées au recrutement. Donc ces monolithes ont été créés il y a quelques années sur une stack technologique LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau former des bons ingénieurs en France, et pour les faire venir, il faut aussi des technos sympas sur lesquels on peut facilement monter à bord.
Aujourd'hui, le système en place n'était pas simple, assez ancien, des difficultés à onboarder les nouveaux, plusieurs semaines pour que les nouveaux se sentent opérationnels, avec des technos pas toujours sexy ou au goût du jour. Et on a besoin de talent aujourd'hui pour avancer, c'était aussi une des raisons. Et puis peut-être la première, hein, j'ai envie de dire, des problématiques produits. Avec un tel système, c'est difficile d'innover et du coup, le time to market, il n'est pas satisfaisant pour la compagnie dans notre capacité à livrer des évolutions pour nos restaurateurs ou pour notre base client. Action. Alors, je vais vous parler du déroulé. On a démarré ce replatforming il y a maintenant 13 mois et on va vous partager les recettes sauce la fourchette de ce replatforming. Alors, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Pour conduire un tel projet, il faut des fils conducteurs clairs. Alors, on en avait identifié certains dès le départ. Hop. Le premier, c'est des acronymes qui sont issus du monde de l'IT. Hein. Don't repeat yourself, DRY. Pourquoi ? Parce que les ingénieurs, ça coûte cher. En tout cas, chez nous, on les paye bien. Une ligne de code, ça a 3 coups. Il faut l'écrire, il faut la tester, et il faut la maintenir dans le temps. Donc, en général, le moins il y en a, mieux on se porte. Donc voilà, nous, c'était un fil conducteur dès le départ. On voulait éviter d'avoir à écrire beaucoup de code pour fabriquer notre future plateforme. Le deuxième qui arrive, keep it simple, stupid. On ne fait pas partir des fusées sur la Lune, en tout cas pas encore. Et voilà, on voulait éviter aussi l'over-engineering. Donc ça a été un de nos motos. Faire des choses simples, les choses qui s'énoncent simplement, se comprennent simplement, se réalisent simplement. Donc, c'est ce qui nous a drivé aussi tout au long de notre replatforming chez La Fourchette. C'est pas tout. On a la chance d'avoir des valeurs dans notre compagnie qui sont bien sympas et il y en a 3 qu'on a pris telles quelles pour nous aider aussi à faire nos choix. Never Stop Learning, ça nous vient du monde de TripAdvisor, ça vient de chez eux, effectivement. Les ingénieurs apprennent tous les jours, en tout cas se doivent d'apprendre tous les jours. L'IT, ça évolue constamment, donc c'est important pour nous d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses et de progresser. We are better together, voilà, c'est pas un programme qu'on a lancé seul dans un coin avec une petite équipe dans un labo. On a impliqué l'ensemble des ingénieurs de La Fourchette parce qu'on considère qu'à plusieurs, on réussit mieux. Et ça fait aussi partie de nos valeurs, donc on y tenait. Et le dernier, Speedwins, voilà, on n'a pas réfléchi non plus trop longtemps avant de se lancer. C'est comme ça qu'on fonctionne chez La Fourchette, chez Trip. On a des idées, et on se lance, on les met en place et on apprend. Alors, la première partie, c'est la plus simple. Une nouvelle stack technologique, c'était le but. Un replatforming, c'est mettre à disposition de la compagnie des nouvelles technologies qui nous permettent de répondre aux besoins actuels. Donc, c'est passé dans un premier temps par le choix d'une architecture technique pertinente pour nous. Donc, on a choisi une architecture en 4 couches, 4 tiers architecture, des apps pour nos clients, des API pour desservir ces applications en données, des gateways et des services. Donc voilà, il y a plusieurs types d'architecture. On a choisi celle-là. Elle a l'avantage d'être orientée service. On voulait, au sein de La Fourchette, casser nos silos qui nous avaient amené tant de duplications. On voulait les casser et pour faire travailler les équipes vraiment pour l'ensemble de nos clients. Plus de silos B2B, B2C. Les réservations, c'est les réservations. Les restaurants, ce sont les restaurants. Donc voilà, une architecture orientée service, ça coulait de source pour nous par rapport à ce qu'on avait vécu par le passé. Donc on a procédé à des sélections de technologies et des benches. On n'a pas innové beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un monde d'applications, on fabrique plus de pages web. Donc on est parti sur une stack qui devient de plus en plus populaire aujourd'hui, du React, du Redux, du Webpack, du JavaScript de partout, côté front-end. Et côté back-end, on travaillait uniquement avec du PHP. On a étendu un petit peu la panoplie d'outils à nos dispositions en introduisant un nouveau langage, Node.js, côté back-end.
On a fait une sélection de middleware, on en avait déjà bien entendu, mais effectivement on s'est concentré sur une base de données puissante, open source et qui marche bien. On est passé de MySQL à PostgreSQL et on a un bus de messages dont on est très content, qu'on utilise depuis plusieurs années avec RabbitMQ. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur l'infrastructure, mais je vais quand même vous dire que ce n'est pas un sujet qu'on a mêlé à ce replatforming. On avait déjà beaucoup à faire côté design logiciel et l'infrastructure, on a souhaité un peu le décorréler de ce projet pour plein de raisons. On n'était pas forcément prêt, d'une, et de deux, aujourd'hui, les ops chez nous, c'est une petite partie de l'équipe d'ingénierie. Donc, les problématiques d'infrastructure touchent peu de monde, alors que ce replatforming logiciel touchait la quasi-totalité de nos ingénieurs. Donc, c'est pour la partie facile. Pour la réalisation, oui, quelque chose à retenir, c'est l'affaire de tous. Donc voilà, on a souhaité embarquer tout le monde. Et voilà, ce qu'on peut vous partager dès à présent, c'est que pour adopter de nouvelles technologies, déjà, identifiez vos leaders. Vous avez probablement en interne des développeurs passionnés qui connaissent ces nouveautés, qui sont prêts à se lancer, à partager avec leurs collègues. Donc voilà, vous avez probablement en interne déjà des gens qui s'y connaissent sur ces nouvelles technos. Trouvez-les et exploitez-les à bon escient. Aussi, entourez-vous d'experts. Ce n'est pas suffisant en interne, parfois. Effectivement, avoir un expert à portée de main, ça peut quand même faciliter l'adoption, ça peut permettre d'éviter les premières erreurs et d'aller relativement vite. Et prévoyez du training de vos équipes. Voilà, il faut prévoir du training, ça ira beaucoup plus vite. Enfin, favoriser le partage. Chez nous, on a des sessions, on appelle ça des bananas, où voilà, les développeurs entre eux peuvent montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris. Voilà, essayer de favoriser le partage entre équipes techniques. Ce qui a changé aussi, c'est la conception technique. Elle est devenue systématique. On ne se lance plus dans un projet directement en écrivant du code. On se pose des questions. Donc, on a systématisé les phases de conception technique. Elles ont été facilitées parce qu'on a énoncé des règles claires sur l'architecture, les couches, les responsabilités, les technologies. Donc, les équipes techniques ont tout le matériel pour concevoir eux-mêmes leur futur projet. Donc la conception technique, dorénavant, elle est directement confiée aux équipes, pas aux architectes, mais on a mis en place un organe de contrôle, les architectes, qui finalement sont plus là pour dessiner les solutions, mais plus challenger les équipes et in fine valider si les propositions des équipes sont en cadre, sont en lien avec les règles du jeu qui ont été définies au départ. Et enfin, on s'y est pris un peu tard, construisez votre toolkit. Les archives web, elles se ressemblent toutes. On écrit des workers, on écrit des API, on fait du JSON. Il y a beaucoup de code qui peut être écrit une seule fois et bien au travers d'un framework. Donc nous, on ne l'a pas réalisé tout de suite, donc on a attendu quelques mois, mais assez vite, on a rattrapé le coup pour permettre effectivement aux équipes d'avoir un toolkit à disposition pour facilement bootstrapper les projets, créer des workers, créer des API, et in fine, on est capable, sur ces bibliothèques, toolkit, de mettre des éléments transverses qui sont valables pour tout le monde, du monitorage, du futur tugging, enfin plein de choses qui peuvent venir tout cuit si effectivement on pense à les regrouper au sein d'un framework et d'une plateforme commune. J'ai deux derniers points, best practice ou common practice. On s'est souvent posé la question, c'est quoi la meilleure technologie, c'est quoi la meilleure façon de faire? On considère à Fourchette que déjà il n'y en a pas de meilleure façon, c'est vraiment dépendant de votre activité, de vos équipes, de votre business. Mais si vous arrivez à mettre en place des pratiques communes, c'est gagné. C'est gagné, vos développeurs ils vont travailler dans le même sens, ils vont faire progresser leurs propres compétences et savoir-faire. Donc voilà, pas de best practice, pas de solution sur étagère. Par contre, les pratiques communes, c'est important et essayez de les favoriser. Et enfin, le legacy, effectivement, on construit du neuf, mais il y a du vieux qui reste là et qui sert aujourd'hui encore un grand nombre de clients. Donc, il faut en prendre soin. On ne souhaite pas investir beaucoup sur le legacy parce que l'idée du replatforming, c'est d'être capable de le remplacer in fine. Donc il faut avancer vite sur la nouvelle partie. Et pour ça, il faut énoncer des règles claires de dépendance sur qui a la maîtrise de la donnée entre le nouveau système, entre l'ancien, et faire des choix clairs sur
là où on veut doser, mettre son effort et là où on veut avancer vite. Donc le legacy, c'est important. Il ne s'agit pas de l'abandonner. Néanmoins, ce n'est pas là où on va concentrer l'essentiel de nos efforts. Donc soyez vigilants. Des recettes, mais pas de miracle. Donc effectivement, ça a bien marché chez nous, ça devrait bien marcher chez vous aussi. Après, comme toujours, il faut l'adapter à votre contexte, à vos équipes, à votre savoir-faire et aussi à votre business. Donc, voilà, pas d'architecture clé, il y en a plein. Donc, essayez d'avoir un bon consensus qui tienne la route. Appuyez-vous sur des gens solides aussi, c'est important. Et voilà, côté technique, c'est un projet dont on est content forcément, on a bien avancé, c'est encore en cours. Par contre, effectivement, tout ça n'aurait pas été possible sans une autre partie, c'est-à-dire impliquer l'ensemble de l'organisation dans ce programme. Et du coup, je vais passer la main à Florent qui va nous dire un peu ce qui s'est passé en coulisses et en arrière-cuisine. Donc, on a bien conscience qu'on est les derniers entre vous et le cocktail. Donc, on vous demande juste encore 20 minutes. 2, si aujourd'hui on a décidé de partager, c'est parce qu'en fait, Arlo n'était pas là, mais moi j'en ai planté un juste avant de replatforming, à la fourchette. J'en suis pas fier. Et l'idée aujourd'hui, c'est pour tout un chacun, vous répétez des choses qu'on ressasse, qu'on semble savoir, et puis qu'on n'applique pas. Parce qu'on est pris dans l'urgence, qu'on est dans le quotidien, qu'on n'a pas forcément le temps de faire un step back. Et c'est là où les ennuis commencent. Et nous, on en a planté un. La chance que j'ai, c'est que je ne me suis pas fait virer après l'avoir planté. Et on m'a laissé l'opportunité, avec l'aide d'Arlo, d'en redémarrer un autre. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire qu'est-ce qu'on a changé entre les deux. Et la manière dont on a réfléchi et vraiment pris le temps de préparer. Lorsqu'on a fait le reboot, on s'est laissé 2 mois entre le plantage et le reboot dont parlait Arlo sur les 13 mois. Et ces 2 mois-là, ça a vraiment été le moment où on a pris le temps de faire cette stratégie de replatforming. Et un des enjeux forts, c'est le produit. Qui utilise la fourchette dans la salle? Ceux qui ne l'utilisent pas encore, hein, ce week-end, il y a des trucs sympas à Paris. La fourchette, c'est un produit que les gens utilisent tous les jours. Quand vous faites un replatforming, le produit que vous allez impacter, il va avoir un impact sur des millions de gens. 40 000 restaurateurs, plus de 40 000 restaurateurs, parce qu'on touche à tout. Plus de 15 millions de personnes qui potentiellement vont être face à ce que vous allez faire. Donc rapidement, on s'est dit, on a un axe produit et on a un axe sur la compétition. Le produit, tous les jours, il y a des nouvelles personnes, géniales, compétentes, qui vont lancer des nouvelles choses, qui ont des fonds et qui vont se positionner sur le marché sur lequel on est, que ce soit sur l'axe restaurateur ou l'axe grand public. Donc il faut clairement avoir en tête que dire à la boîte, on va faire un Big Bang, vous nous laissez 24 mois, sachant que j'en ai planté un juste avant, et vous inquiétez pas, ce coup-ci on va réussir, il y a peu de chances, ou du moins si les gens vous suivent, préparez vos arrières, j'y reviendrai à la fin. Et donc on a décidé d'utiliser l'innovation produit comme une manière de forcer les choix. Quand vous êtes face à ces 3 gros silos qui interagissent tout le temps, que vous avez 40 000 restaurateurs qui utilisent tous les jours votre produit, que vous avez 15 millions de personnes qui vont réserver, qui vont venir consulter des restaurants tous les jours, vous n'avez pas d'autre choix que vous dire il faut bien que je l'attaque par un côté. Et on a pris l'angle produit pour faire ce replatforming. Comme toute bonne recette, il faut commencer. Les ingrédients, Arlo vous les a donnés. Un choix de stack technique, des gens compétents, savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses, savoir si on ouvre un 3 étoiles ou si on ouvre un bistrot de quartier. Voilà, on savait ce à quoi on s'attelait et ce qu'on était capable de faire et de ne pas faire. Ensuite, une refonte technique, comme je l'ai dit, c'est compliqué. On ne veut pas d'effet tunnel, ce qui veut dire que vous devez être capable d'avoir une idée et des étapes intermédiaires. On veut absolument éviter un Big Bang. Hop, il y a 4 ans, 5 ans, je n'étais pas à la fourchette et j'étais client à la fourchette. Et l'équipe précédente a eu l'idée de ne pas refaire l'appli Android sur la refonte technique précédente et uniquement mettre une WebView. Et ça a eu un impact très très fort sur le produit et sur l'utilisation des gens, dès Day One. Parce qu'ils ont fait un Big Bang. Et je ne leur jette pas la pierre. Il y a des gens qui étaient là, qui sont encore dans mes équipes, que j'adore. Et j'ai aucun souci sur le fait que quand on ne sait pas forcément, on peut faire des erreurs. En tout cas, le Big Bang, nous, on voulait l'éviter à tout prix. Et il y a beaucoup d'inconnus. Vous démarrez,
vous allez à la fin. Par exemple, il y a 2 mois, Airbnb, tout le monde connaît, a ouvert un vertical réservation de restaurant. Voilà. Est-ce que quand on a lancé le programme avec Arlo, l'équipe produit et le reste de la direction, on savait qu'Airbnb allait ouvrir un vertical restaurant? La réponse est non. Par contre, il va falloir qu'on le gère. Et on le gérera. Et ça fait partie aussi des aléas du projet. Quand vous lancez un projet très long, il va y avoir beaucoup d'inconnus. On a décidé de faire une approche par morceaux. On va donc faire des releases au fur et à mesure. On va prendre des bouts du système d'information et on va choisir ce qu'on va garder dans le legacy de manière délibérée, en accord avec tout le monde, sans mentir. On ne va pas vendre du rêve. Et on va par contre réformer les endroits où on pense qu'il y a le plus d'intérêt à réformer, toujours en utilisant la fonction produit, la roadmap produit comme forcing function. C'est vraiment un point important aussi. On a fait coexister le legacy et le new. Souvent, les gens ils disent « mais le legacy, il n'est pas là ». Il y a beaucoup d'articles qui commencent à sortir là. Le legacy, c'est quelque chose qui est robuste, qui tourne, qui vous génère de l'argent. Vous ne pouvez pas beaucoup innover, mais en tout cas, il marche. Il a l'avantage de marcher. Donc il faut quand même aussi avoir beaucoup de care pour le legacy et savoir de manière délibérée ce qu'on va faire ou pas faire. On a pris la roadmap produit comme colonne vertébrale de tout notre replatforming. On n'a pas du tout adopté un projet technique pour dire on va déployer tel premier repository, puis tel deuxième, puis on va faire les front-end, puis on va faire… Non. Derrière tous les milestones, c'était on est capable de remplacer telle fonction, de commencer à faire des choses nouvelles aussi. Par exemple, notre appli restaurateur, maintenant, c'est une appli hybride qui contient certains composants legacy et certains composants nouveaux. C'est transparent pour le restaurateur. Et on a lancé un nouveau produit il y a 1 mois, qui était un des premiers aboutissements de ce replatforming, qui lui aussi est un produit hybride. On n'a pas refait 100% des fonctionnalités, parce que l'iso-fonctionnalité sur un produit, ça fait 10 ans qu'existe la fourchette, ça fait 10 ans qu'il y a des gens qui rajoutent, qui créent, qui s'adaptent aussi à l'axe compétitif par rapport à ce que fait la compétition. On n'allait pas faire ça en 13 mois. Enfin, on aurait bien aimé, mais non, on pensait qu'on ne serait pas capable. Donc on a aussi, délibérément, avec le produit, créé ça. On inscrit tous les nouveaux composants sur le chemin critique. Vous voulez livrer, par exemple, on a ouvert les offres, on a ouvert aux Pays-Bas notre nouveau module de gestion des offres. On l'a dit, on ne l'ouvrira pas et on accepte cette dépendance. Ça veut dire qu'on calque le produit, le marketing, les sales aussi sur place, sur ce nouveau composant. C'est la manière dont on a expliqué à la boîte qu'on allait le faire. Ce qui nous force, nous, à nous assurer qu'il est prêt, à discuter avec le produit sur c'est quoi le MVP qui est vraiment nécessaire pour qu'on puisse le sortir, et ensuite d'accompagner sur un premier pays l'itération, les premières itérations sur ce produit-là. Parce qu'on n'aura pas juste du premier coup, on le sait aussi. Donc il y a ça aussi, tout ce travail, et on aura besoin des gens sur le terrain qui vont nous remonter l'information. On a aussi expliqué, et ça c'est important, c'est pas magique. À des moments, on va avoir des switches pure techniques. C'est un trade-off. Et la boîte doit être prête à investir et dire il n'y aura pas d'innovation produit. Il y a certaines choses qu'on a faites qui sont iso-fonctionnelles pures. On a besoin par contre, pour des raisons ensuite de cohérence et de facilité pour faire avancer le produit, d'avoir mis à niveau la stack technique. C'est une transformation qui est délibérée. Elle est d'abord technique, nouvelle stack technique, mais c'est aussi dans la manière de travailler. Les réflexes, les habitudes qu'avait le développeur, le produit, les sales. Quand vous déployez un nouveau produit, les gens, on a un service d'opération qui est à Barcelone, il y a 200 personnes qui répondent au téléphone tous les jours pour les gens qui ont un problème soit côté restaurateur, soit côté grand public. Ils ont des FAQ. Vous sortez un nouveau produit, vous allez impacter ça. Tout ce qu'ils savaient faire, peut-être que ne marchera plus, parce que vous allez vouloir aussi corriger certaines backdoors qui n'étaient pas très propres, mais qui marchaient et qui avaient l'avantage de marcher. Donc vous allez avoir une transformation qui va nécessiter que les habitudes à l'intérieur de l'ensemble de l'entreprise changent. Il faut aussi élever votre niveau de jeu. Ce qu'on acceptait par le passé, on ne doit plus l'accepter. Les petits accommodements produits techniques, vous devez dire stop. Et vous devez demander à vos équipes de lever la barre. Elles disent qu'elles sont moteurs, mais c'est une transformation. C'est pour ça aussi, c'est ce que disait Arlo, vous avez besoin d'experts externes pour vous aider, pour les guider, pour les coacher. Ça veut dire aussi que vous allez travailler sur tout ce qui est scalabilité. Quand je suis arrivé, pareil, il y a 5 ans à la fourchette, je venais de signer mon contrat, on passe chez envoyé spécial, je suis en vacances, j'ai commencé entre mes 2 boulots, j'ai pris en vacances, et on passe sur envoyé spécial et tout le site tombe. 45 minutes de rideau. Ma femme me dit, mais t'es sûr? T'as fait le bon choix? Je lui dis, écoute, il y a du boulot.
Maintenant, on passe à la télé, on a fait 80 000 vues minutes en Italie l'été passé. On a transpiré avec Arlo. Hein. J'étais à nouveau en vacances. Ma femme m'a dit, t'es sûr que c'est bon cette fois-ci hein? Je dis, oui, oui. Arlo est surveillé, heureusement. Je lui ai interdit de partir en vacances. On passe à la télé sans problème. La télé, c'est de l'acquisition client. C'est incroyable. Ça reste, on est tous dans le digital. On parle de Facebook, on parle de YouTube sur la TV. Malgré tout, le mass média qu'est la télé continue de drainer une acquisition de clients qui est importante. Je me vois mal, moi, en tant que CTO, dire qu'on est présent dans 11 pays, qu'on est fier de TripAdvisor et dire à mon directeur marketing, non, la télé, c'est pas possible. Donc la télé fait partie des choses qu'on doit tester. Derrière, on a toute la qualité aussi. Quand vous êtes une start-up, il faut aller vite. Les trucs qui disent, on est vraiment là dans un scale-up. Et pourquoi je fais la différence? Quand on est une start-up, quand je suis arrivé à la fourchette, on n'avait pas d'argent. Notre but, c'était d'être capable de payer les gens, de gagner de l'argent et d'arriver au break-even pour pouvoir faire le prochain round de financement. À ce moment-là, la qualité, ce n'était pas notre souci. Notre souci, c'était la stabilité de la plateforme, avoir des features, avoir plus de gens, avoir plus de restos. La chance qu'on a dans ce que je vous décris aujourd'hui, c'est qu'on est dans un scale-up. Votre modèle, il a marché. Vous êtes maintenant à une étape où vous êtes stable, vous avez des revenus. Il faut passer à l'étape d'après qui est comment vous pouvez accélérer. Et c'est sur ces signes de faiblesse, sur l'accélération, le passage télé en est un, montre que vous avez des limitations que vous allez devoir adresser. Il faut donc embarquer toute l'organisation. J'ai commencé à en parler. On a parlé du produit, on a parlé des techs. Il faut embarquer aussi les opérations. Il faut embarquer le marketing. Bien entendu, il faut embarquer la direction. Il ne faut pas qu'ils découvrent ce qui va se passer. Donc c'est un projet d'entreprise. Quand vous êtes un pure player du digital, si vous faites un replatforming, vous pouvez planter la boîte si vous vous trompez. Il faut en avoir conscience. Donc vous avez énormément de rôles. L'IT ne marche pas, la boîte elle ne gagne pas d'argent. Vous avez donc un impact sur les RH. Vous devez élever votre niveau de jeu. Vous avez besoin de nouvelles personnes avec des expertises que vous n'avez pas encore en interne. Il faut accompagner aussi les gens en interne pour les faire grandir, leur donner des formations. Il va falloir changer les méthodes de travail. Vous faites accompagner, vous prenez des coachs. Vous avez un impact sur les sales, le go-to-market. Je parlais des Pays-Bas. Quand on change la mécanique des offres aux Pays-Bas, c'est toute l'offre, la mécanique de pricing, la mécanique de gestion de notre présence sur le marché néerlandais qui va évoluer. Vous devez donc faire ça en bonne intelligence avec les sales. Vous avez les opérations, notre shared service center à Barcelone où il y a 200 personnes. Si du jour au lendemain ils sont incapables de répondre aux gens au téléphone, ils vont devenir fous. Ils vont avoir des gens pas contents de l'autre côté et c'est très compliqué. On fait encore régulièrement des écoutes téléphoniques pour être auprès du marché, c'est important, enfin auprès de nos clients. On a donc beaucoup d'empathie pour nos camarades du Shared Service Center à Barcelone. Le marketing aussi, pareil. Ils ont une stratégie d'acquisition de clients. Sur certains médias, ils font des investissements, ils font des pages, ils font des achats d'AdWords. Si vous cassez toute la stratégie SEO, vous arrêtez d'être indexé parce que vous avez voté une partie du replatforming, le directeur marketing ne va pas être content. Donc, toute cette stratégie, vous l'incluez à l'intérieur de votre projet. Ce n'est pas un replatforming technique en fait. Ce n'est pas uniquement. C'est une stratégie d'entreprise. Ce qui veut dire aussi que vous devez y faire de la place et que vous acceptez les trade-offs. Vous serez peut-être un peu plus lent, prendrez un peu plus de temps. Vous aurez des trade-offs pure techniques. Si vous ne faites pas cette démarche délibérée d'explicitation auprès de tous les acteurs, vous allez avoir un problème à un moment dans le cheminement. Donc c'est une vision qui est partagée par toute l'entreprise, qui est communiquée régulièrement de manière délibérée. Vous faites un update tous les mois. Ça, on a livré. Ça, on n'a pas livré. Là-dessus, on est en retard. On a un problème. Parce que ça engage tout le monde. Les gens au service client, ils ont peut-être prévu des formations, une mise à jour de la FAQ. Si vous avez un mois de retard, pour eux, ça peut avoir un impact très important sur tout leur staff. Ils ont du staff qui renouvelle aussi régulièrement. Et c'est une co-construction. En acceptant les contraintes des autres personnes, vous les emmenez aussi à l'intérieur du projet. Ils deviennent acteurs. Ils ne sont pas la personne qui va vous jeter un caillou quand ça ne va pas. C'est la personne qui va venir vous voir. Tu as du retard, est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire différemment? Je peux peut-être revoir mes ambitions. Je vais décaler ma campagne TV parce que tu ne seras pas prêt. Ça, c'est hyper important parce que ça veut dire, Arlo en a parlé, une de nos valeurs, c'est We're Better Together. C'est important par rapport à ça d'embarquer tout le monde. L'agilité, une évidence. Pareil, j'enfonce des portes ouvertes. C'est ça qui est bizarre en fait, quand on a préparé ce talk avec Arlo, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Malheureusement, pour m'être trompé une fois, des fois ça fait du bien de rappeler des évidences. Vous déroulez. On a parlé, on ne veut pas d'effet tunnel. Vous voulez des milestones avec des livraisons régulières. Vous voulez définir des MVP.
Vous allez donc travailler avec le produit pour définir un playbook, la manière dont vous allez dérouler. Vous allez inclure vos contraintes techniques. Vous allez définir la manière dont vous allez poser une vision. Vous allez avoir beaucoup d'incertitudes. Le marché, il ne vous attend pas. La concurrence, elle ne vous attend pas. Donc, vous allez avoir des choses que vous allez devoir incorporer. L'été passé, on a un acteur en Espagne qui a lancé une super feature qui a commencé à nous faire mal sur le marché espagnol. Et bien, on a fait de la place dans la roadmap sur le legacy. C'est pas grave. On l'a accepté tous ensemble. On savait ce qu'on faisait. Mais pour l'entreprise, il fallait avoir cette agilité, être capable d'expliquer aux ingénieurs, ouais, tu vas faire un peu plus de legacy là-dessus temporairement, parce qu'il y a des enjeux aussi que tu comprends, et parce que lui, il a compris que toi, tu faisais quelque chose pour un certain temps, toi, tu vas aussi accepter les contraintes qu'il y a côté sales, parce que si on n'a pas d'acquisition de clients côté restaurateur, on a aussi une problématique. On va avoir besoin de métriques claires sur l'avancement, la productivité, la qualité. C'est toutes les choses sur lesquelles l'agilité vous permet de remonter des choses. Et même malgré tout ce que je dis là, il y a des choses sur lesquelles on a encore des pain points. Suite au lancement qu'on a fait il y a un mois d'un des premiers produits, là, qui est un des premiers gros aboutissements sur les platforming, qui est la première partie visible extérieure de tout le travail qu'on a fait, on va faire un gros post-mortem avec toutes les équipes. Bon, personne n'est mort, on va faire un retex, un retour d'expérience. Mais on l'organise pour s'améliorer. On a bien sûr toute la gestion des dépendances, toute la gestion des milestones, donc des Scrum of Scrum, tout un ensemble de toolkits sur l'animation de ces choses-là qui permettent aussi aux équipes d'être plus à l'aise. Donc vraiment, l'agilité, c'est un superbe outil par rapport à l'ambition que vous pouvez avoir. Il ne faut absolument pas vous couper de cet outil-là. C'est mon dernier point. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, il y a 2 ans, je pensais que j'étais prêt, 2 ans et demi. Ouais, c'est bon. Bon, l'atterrissage a été un peu douloureux. Ça vous démange. Quand on est, surtout, ma communauté adorée d'ingénieurs, moi je suis un ingénieur dans l'âme, j'adore créer des trucs, les nouvelles techno, tout ça, je regarde, j'adore. Et on veut tout le temps la nouveauté. On veut tout le temps faire le truc cool, le truc qui est à la mode. Ce qui fait qu'on a du mal à recruter parce que quand on est un système qui est établi, on ne change pas tous les 4 matins. Mais il faut aussi y penser à 2 fois. Comme je vous l'ai expliqué, il faut que vous commenciez à avoir des signes clairs. Il n'y a rien d'obligatoire à faire un replatforming. Une structure qui marche très bien, qui tourne, j'en parlais avec le CTO d'Eventbrite, une grosse partie d'Eventbrite, qui est une super boîte qui fait du ticketing, qui pèse beaucoup plus que nous, ce qu'on pèse au sein de TripAdvisor. Et ils ont une grosse partie qui tourne encore sur le legacy. Ils n'ont pas envie de le changer. Il y a certaines, on est à côté de la Société Générale, banquier, assurance, ils ont des systèmes en COBOL. Ils n'osent pas y toucher parce que du moment que votre argent est versé sur votre compte tous les mois, vous n'allez pas demander d'innovation. Et donc eux, ils maintiennent, ils vont garder des systèmes. Donc il faut vraiment avoir une vision, rien ne vous y oblige, tant que vous n'avez pas vu des signes clairs, soit au niveau des équipes qui vont vous remonter des pain points, des choses sur la rapidité à réaliser des features, la capacité à déployer, la capacité à recruter aussi. Pareil, c'est une métrique que vous regardez pour vous dire est-ce qu'il y a des choses à faire ou pas. Pesez bien le pour et le contre et embarquez tout le monde. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un voyage où vous ne partez pas juste avec vos copains du produit. C'est les ingénieurs, le produit, les sales, le marketing, toute la boîte. Et vous pouvez vraiment planter la boîte. Sur un univers concurrentiel, vous vous plantez, vous prenez 2 ans de retard parce que vous avez planté votre replatforming, quelqu'un d'autre peut avoir pris le marché. eBay, quand moi je suis sorti de l'école, eBay c'était la méga boîte. Qui utilise eBay dans la salle? Voilà. Il y a 15 ans, toute la salle aurait levé la main. Donc c'est rapide. Donc ça engage beaucoup de choses. Ça engage, et il faut avoir conscience que quand vous poussez pour les platforming, ce n'est pas juste pour se faire plaisir. Il faut vraiment avoir des motivations claires, établies, partagées et embarquer tout le monde. Est-ce qu'il y a une conjonction favorable ou une conjoncture favorable? On a peut-être fait une faute là. J'ai l'impression. Ton slide. Ouais, c'est vrai. Merci. Better together. Donc, est-ce qu'il y a une conjonction favorable? Ça veut dire, est-ce que vous avez les bonnes personnes? Est-ce que, d'un point de vue produit, il n'y a pas une pression concurrentielle qui ferait qu'il y a peut-être mieux à faire que prendre du temps de la bande passante sur le produit et les techs qui sont déjà les premiers éléments
pour faire ça? Est-ce que vous avez les moyens financiers? Parce que vous allez engager aussi des surdépenses. Les coachings, l'expertise, le training, c'est de l'argent supplémentaire que vous n'avez pas forcément prévu de dépenser. Et même si vous gagnez de l'argent, il faut le prévoir. Donc il faut regarder l'ensemble de ces choses-là. Ce que je vous invite à faire, ce que je n'ai pas fait assez et que je fais beaucoup maintenant, parlez avec vos pairs. Qu'est-ce que vous faites? La chance qu'on a dans le web, j'ai évolué dans d'autres domaines d'activité, la chance qu'on a, c'est une structure qui est très ouverte. Maintenant, moi je vous le dis très clairement, j'en ai planté un de projet. Et j'ai la chance de pouvoir vous en parler aujourd'hui. On en a réussi un. On ne l'a pas complété. On est plutôt sur une bonne pente. On a des éléments favorables par rapport à ce qu'on a lancé. Mais je vous dirais de manière très très ouverte ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, consultez, discutez. Regardez aussi vos forces internes. Faites-le en pleine adhésion avec tout le monde. Expliquez bien aux gens, parce que ça peut être aussi facile. Ce n'est pas votre projet, c'est le projet de la boîte. Si ce n'est pas le projet de la boîte, c'est que ce n'est peut-être pas le bon moment. Parce que les pain points que vous allez remonter, ils ne sont peut-être pas forcément partagés. Donc travaillez d'abord pour rendre visible et expliciter ces pain points que vous voyez pour embarquer le marketing, les sales, dans tout ce que vous souhaitez faire. Donc voilà. On a tenu 36 minutes. Donc on est dans le timing. Est-ce que vous avez des questions ? J'aurais voulu savoir si actuellement vous avez identifié dans votre roadmap des systèmes legacy que vous avez conservés et que vous n'avez pas du tout intention de modifier dans le futur. Oui, ouais, la réponse est oui. Alors, on a souhaité se concentrer sur nos entités, nos référentiels les plus importants pour l'entreprise. Donc, les nouveaux produits doivent utiliser ces référentiels. On les a sélectionnés. Les fonctionnalités satellites, typiquement, aujourd'hui, on n'a pas envie de les refaire. Elles marchent. Il n'y a pas d'innovation à apporter dessus. Gestion de la facturation, ça marche tout seul. Donc oui, il y a de façon délibérée, il y a des zones qu'on ne va pas retravailler de sitôt, on se reposera la question plus tard. Moi, je considère que voilà, ce replatforming, il doit être fait sur 70% du SI, ce qui est déjà beaucoup. On a 10 ans de base de code assez grosse, mais oui, il y a des parties qu'on ne retravaillera pas de sitôt. Pardon. Ça amène une partie dont on n'a pas parlé là, qui est le buy versus build versus rent, qui est un sujet très intéressant. On ne peut pas tout couvrir, mais c'est une démarche aussi qu'il faut avoir dans les platforming. Il ne faut pas forcément faire en interne des choses qui sont très bien faites par certaines boîtes, qui vous coûteront beaucoup moins cher avec un time to market qui est très bien, sur des choses spécialistes. Donc ça fait aussi partie des choses. Par exemple, si vous utilisez un système externe qui marche bien, vous n'êtes pas obligé de le toucher. Et un des drivers, on n'a peut-être pas assez insisté, c'est nous donner de l'agilité sur notre cœur de métier. Donc c'est se poser la question, dans le SI, ça revient un peu à ce que dit Arlo, ce qui est un peu sur le côté, qui n'est pas au cœur de votre métier, c'est pas grave. Soit c'est extérieur, soit c'est quelque chose qui marche. Et il faut donner de la flexibilité, il faut donner de l'agilité, de la célérité, de la top performance sur ce qui est au cœur de notre métier. Réservation, customer, restaurant. Donc c'est là-dessus qu'on a vraiment axé le replatforming. Alors merci à vous deux parce que c'était très, très inspirant comme présentation. La mise à nu j'ai apprécié aussi parce que pas forcément évident je pense. Je voudrais revenir sur 2 points qui me tiennent aussi à cœur, c'est l'innovation et la formation. Ça fait même partie des valeurs de la fourchette si j'ai bien compris. Je comprends aussi que vous êtes pas mal la tête dans le guidon. Je voudrais savoir du coup comment ça se matérialise chez la fourchette. Ce côté formation, innovation, est-ce que vous avez la fourchette D? Est-ce qu'on fait des heures sup? Est-ce que voilà. Ce qu'on regarde l'output, pour répondre par rapport aux heures sup, ce qu'on regarde l'output, c'est le principal vecteur de savoir ce qui est nécessaire de faire ou pas. Passer des heures carrées pour pas d'output, je pense qu'il y a un dysfonctionnement. Donc ça, c'est la philosophie qu'on a. Maintenant, si on vient sur l'innovation. L'innovation, est-ce qu'on fait de la vraie R&D à la fourchette? La réponse est non. On n'est pas assez gros. On n'a pas de sujet, on n'envoie personne sur la Lune, comme disait Arlo. On n'a pas le temps de faire de la vraie R&D. Maintenant, ce qu'appellent les gens innovation, c'est tester des nouvelles choses, tester des nouvelles technologies. On essaye, et ce n'est pas forcément simple, d'offrir aux gens une demi-journée par semaine où ils travaillent sur les sujets qu'ils souhaitent, connexes. Là, on en a beaucoup parlé là, récemment au niveau de la direction, pour créer des espaces. On essaye quelque chose de nouveau là, où on va faire un projet. On a rassemblé des gens de 4 équipes différentes sur un projet
qu'on peut appeler d'innovation, même si ce n'est pas l'innovation complète. C'est plus de la recopie ou de l'adaptation ou des choses nouvelles qu'on veut essayer. Après, une transformation comme ça prend du temps. Transformer les gens aussi, les accompagner. Là, on est monté à bord de Node.js, ça fait 13 mois. On n'a pas complété, par exemple, toutes les équipes ne sont pas à l'aise avec Node.js. On en a conscience. Donc, on continue à déployer nos coachs et nos experts dans les équipes pour continuer les accompagner et leur permettre de monter en compétences. Là, on réfléchit aussi à faire monter à bord maintenant d'autres langages. On regarde Scala, on regarde Go, par exemple, qui sont des choses intéressantes sur des use cases. Au-delà du hype, c'est parce qu'on a des use cases qui sont bien adaptés pour utiliser ces langages-là. C'est vraiment ça le driver. On ne le fait pas parce que les gens veulent le faire, mais parce qu'on a des use cases sur lesquels notre toolkit actuel ne nous permet pas de le faire. Et dans ce cadre-là, ça met du temps. Faire monter à bord, transformer, on a 70 ingénieurs à la fourchette. Une transformation comme ça, elle met du temps. Il faut l'accepter aussi dès le départ. D'où la nécessité d'avoir des ambassadeurs, des gens très forts qui seront des relais et qui vous accompagneront dans cette transformation. D'où la nécessité de traîner les gens. Là, on a déjà fait 5 sessions de training Node.js, je crois, sur une année. Et les gens l'ont fait, même certaines personnes l'ont fait 2 fois. Et tout le monde n'est pas encore complètement passé à bord du Node.js, donc c'est possible qu'on en fasse d'autres. Donc ça fait partie inhérente de ce qu'on a. Donc ça prend du temps. Et il faut bien avoir en tête, c'est la règle du 70-20-10. 10% de ce que vous savez faire, c'est du training. 20% c'est du coaching, 70% c'est du doing. C'est en faisant que vous allez apprendre. Et pour couvrir l'ensemble des choses qui sont nécessaires sur une technologie, quelle qu'elle soit, il vous faut du temps. Et ça, on le sait. J'en profite parce qu'il y a peut-être une question cachée. Donc, on a des postes ouverts à la fourchette, hein. Déjà, je vous le dis. Et aussi, on est très attaché, c'est une évidence encore dans l'agilité, mais au rythme soutenable, hein. On considère que voilà, on doit être capable de bien travailler tout en ayant un rythme soutenable au travail. Donc non, j'en rêve pas la nuit. Bonsoir. Vous avez parlé de votre plantage sans trop donner de détails et surtout sans dire ce que vous avez particulièrement appris de ce plantage. Hype. On a fait de la double écriture, on a essayé de faire de la migration continue. C'est le truc qui était très à la mode il y a 2 ans, qui continue d'être à la mode. Certains l'ont fait, ont réussi. Et nous, on s'est fait accompagner par une boîte qui était spécialiste là-dessus. Et en faisant de la migration continue, sans s'en rendre compte, on a couplé le modèle de données new au modèle de données legacy. Ce qui faisait que quand l'un plantait, l'autre plantait. Donc on crée de l'interdépendance. Et en plus, en créant cette double écriture en synchrone quasiment entre le legacy et le new, on a rapidement eu des problèmes de performance. Et en plus, on a fait une deuxième erreur, c'est que là on a parlé d'une architecture où on avait 4 tiers, on a vraiment une couche d'exposition qui nous permet de vraiment exposer uniquement quelque chose qui doit être rendu côté front-end. Donc les front-end ne doivent pas se poser de questions sur le fonctionnel. Ils ont un customer, ils ont une réservation, ils ont un minimum de fonctionnel à comprendre, mais pas le plus, ce qui est important pour un rendu fluide et efficient. Et en fait, la manière dont on voulait faire du REST, parce que pareil, succomber au hype, sans comprendre, sans avoir tout le retour, il y a 2 ans et demi. Et en fait, on a terminé en faisant l'exposition du modèle de données directement au front-end. Ce qui veut dire qu'on avait des front-end qui étaient surchargés par énormément de logique métier. Et dès qu'on se trompait, on se disait « Ah ben non, en fait, il faut qu'on change, on a un petit truc », hop, on se retrouvait à recoder le front-end et le back-end. Donc on avait tout faux. Et pourtant, on s'était fait accompagner, on avait pris des modèles qui étaient à la mode, donc migration continue, double écriture, architecture REST, enfin API REST dedans. Parce qu'on était les erreurs par rapport à ce qu'on a fait là. On n'avait pas les bonnes personnes, c'était encore trop tôt. On n'avait pas assez de maturité, on n'avait pas assez de solidité à l'intérieur de l'équipe d'ingénierie pour être capable de le faire correctement. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai embauché Arlo. Parce que je me suis rendu compte qu'on avait besoin de gens qui avaient de la bouteille et qui avaient du recul par rapport à toute cette technologie web. 2, on n'a pas embarqué toute la boîte, on n'a pas embarqué le produit correctement. Ce qui fait que le produit est resté un peu à l'écart. Il avait l'impression que c'était un projet technique, qu'on faisait d'ISO fonctionnel. Il nous a laissé dans notre coin.
Et il nous aurait challengé beaucoup plus vite sur notre capacité, par exemple, qui était un des enjeux, à faire évoluer rapidement le front-end. Maintenant, on va changer ça. S'il avait fait dès le départ, qu'on l'avait embarqué correctement, on aurait su qu'on avait des défauts de conception inhérents dès le départ. Voilà. Le cocktail a commencé, hein. Mais moi j'adore. Vous pouvez rester. Bonsoir. J'avais juste une question. En fait, au début, vous aviez dit que la conception, vous l'aviez mise dans les équipes. Donc, la volonté, finalement, de faire en sorte que ce soit les équipes qui fassent la conception. Par contre, vous avez parlé d'un organe de contrôle. Qu'est-ce que c'est cet organe de contrôle? À quoi ça correspond? Chez La Fourchette, on a 2 architectes. Donc, je suis le premier et j'ai un camarade qui fait ça aussi bien que moi. Donc on ne pouvait pas porter à nous deux l'ensemble des réflexions sur les briques techniques, le fonctionnel, la façon de l'implémenter. Donc on est passé effectivement d'un monde où on était sollicité. Quand je suis arrivé sur des problématiques de code, de design de code, on regardait le code à ligne près, on nous demandait notre aide. Ça ne fonctionnait pas. Avec ce replatforming, on a énoncé des règles. On a dit voilà, il y a X couches, elles sont utilisées comme si, dans tel ordre, les dépendances, les liens autorisés sont ceux-là. Les technologies, voilà le panorama des technologies disponibles. On a imposé quelques technos sur certaines couches, on a conservé du PHP sur les couches services parce que des équipes étaient plus à l'aise. Donc on a énoncé des règles qui étaient suffisamment simples pour que les équipes, toutes seules, soient capables de proposer des options. Donc cet organe de contrôle, aujourd'hui, c'est moi et une partie de mon équipe qui se charge non plus de réfléchir, mais juste de challenger les équipes qui arrivent avec des options. Voilà, on propose option 1, 2, 3, voilà les pros, voilà les cons, et nous, voilà, comme on suit l'exhaustivité des projets finalement à notre niveau, on est capable d'orienter les développeurs sur la meilleure des options, qui va être pas forcément la meilleure pour eux, mais aussi la meilleure par rapport à la roadmap et au fil qu'on souhaite dérouler. On a beaucoup d'équipes, on a une dizaine d'équipes qui travaillent en parallèle sur des sujets différents, et il faut aussi séquencer tout ça intelligemment, voilà, pour apporter de la valeur au bon moment. Donc voilà, cet organe de contrôle, c'est des architectes, mais qui sont juste là pour s'assurer de la cohérence des propositions techniques des équipes. Quel est le niveau de liberté des équipes par rapport au choix? Les équipes peuvent pas introduire de nouvelles technologies, pour l'instant. Parce qu'effectivement, une nouvelle technologie, ça a un coût. Il faut former les ops, il faut les installer sur les serveurs, il faut les maintenir. Donc, on a introduit un nouveau langage, c'était important, quelques nouveaux middleware. Mais pour l'instant, on a dit stop. On a bien vu, il faut les former. On a fait venir des consultants, Postgres, Node.js, pour les accompagner. Donc, on a dit stop, le temps de dérouler le programme. Mais on n'est pas fermé. Il va falloir de toute façon évoluer. On sait que les technos, elles bougent. L'année prochaine, on fera du Go, probablement. Donc, elles savent que la boîte va évoluer avec son monde, on va dire. Mais les équipes sont plus... leur niveau d'autonomie, c'est sur le design logiciel, sur l'implémentation. On ne va plus voir le code. On regarde les interfaces, les API, et puis ça nous suffit. Donc, elles ne peuvent pas choisir de langage. Par contre, effectivement, elles peuvent implémenter à leur façon et tout n'est pas cadré. Framework de test, il y a encore une certaine liberté, on souhaite la conserver. Mais bon, la période voulait qu'il fallait commencer à cadrer un petit peu les choix. Quand je suis arrivé, on utilisait une seule techno, du LAMP, du Symfony. Par-dessus, il y avait toutes les versions de Symfony, du 2.0 à 3.0. Voilà, donc ça ne suffisait pas non plus. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'ajusterai juste une chose. Pareil, on n'a pas parlé, c'est plus du management. Si vous voulez élever votre niveau de jeu, si vous voulez amener les gens à être meilleurs, vous devez les challenger, mais vous devez aussi leur laisser des degrés de liberté. Et par rapport à ce qu'on a mis en place, là où moi je challenge les équipes sur les composants qu'ils créent, je leur demande de faire simple, que ça marche, et que ça tienne la charge. Et ensuite de travailler tous les aspects production readiness. Pareil, c'est un nouveau muscle qu'on est en train de construire à La Fourchette. Et cette capacité, ils sont responsables de leurs composants, ils font le design logiciel bas niveau et l'implémentation bas niveau. On ne va pas regarder ce qui se passe. Par contre, on va les challenger sur, on a des métriques externes, on a des builds avec du Scrutinizer ou du SonarCube en fonction des technos qui nous donnent des métriques.
pour vérifier qu'ils ne font pas n'importe quoi. Mais c'est des métriques externes standards, à eux de les gérer, de voir quand est-ce qu'ils veulent les corriger ou pas. Et après, sur les métriques de prod, on a une stack de monitoring qui nous permet de savoir comment le système se comporte en prod. Et on a par contre, moi j'ai une exigence en tant que CTO pour dire un service qui répond en plus de 200 millisecondes, c'est pas un bon service. Donc regarde et fais en sorte que ta tenue à la charge, elle soit stable et qu'il n'y ait pas de souci par rapport à ça. Et après, c'est là où ils vont demander s'ils ont besoin de l'aide pour s'améliorer, mieux comprendre les solutions qu'ils peuvent mettre en place. Bonjour. Par rapport à ce projet de replatforming, est-ce que vous avez pu ou dû évaluer les coûts cachés que pouvait entraîner le fait de ne pas faire de changement? Et est-ce que en le faisant, ça a pu permettre de fédérer facilement les autres équipes produits ou pour accepter votre démarche? Et quels outils vous avez pu utiliser pour le faire? Alors, non. On n'a pas fait d'évaluation. C'est très compliqué d'évaluer les coûts cachés. Donc c'est pour ça que l'agilité est bien pour remonter un peu les inefficiences que vous pouvez avoir et vous mettre des métriques. Ou le team moral aussi, pareil, qui est une autre chose. Ce qu'on a expliqué à la direction, ce qu'on voyait, le time to market de nos features prenait de plus en plus de temps. Donc voilà, ça c'est une métrique qui était claire, on avait du mal à innover. Le coût d'onboarding aussi, ça c'était un feedback que nous donnaient les gens qui nous rejoignaient. On voyait qu'il leur fallait 2-3 mois pour être vraiment à l'aise par rapport à toute la stack. Voilà, c'est une autre métrique qu'on voyait, que les RH voyaient dans les entretiens avec les gens, et des gens qui ne restaient pas, qui disaient maintenant finalement moi ça ne m'intéresse pas ce que vous faites. Donc c'est plus ces métriques-là qui ne sont pas construites, et on s'est rendu compte que la pression concurrentielle augmentant et notre capacité à livrer des fonctionnalités rapidement sur notre cœur de métier devenait problématique, qu'on a pris la décision de faire ce changement. Mais par contre on l'a fait par étapes, et on a commencé en octobre de l'année passée, donc il y a 13 mois. Le premier composant qu'on a livré, il a été livré en janvier aux Pays-Bas. Donc 4 mois après, on avait aussi tout de suite, pareil ce que je vous disais, livraison rapide, feedback rapide, implémentation sur un marché, vérification de comment ça marche. On a eu un premier feedback au bout de 4 mois, qui crée aussi, pareil, la confiance que vous avez, vous, plus la confiance que l'organisation a dans votre capacité à livrer ce truc-là, elle découle de ça. Ensuite, on a livré un autre composant en mai, on a livré un autre composant à l'été, et là on a livré un produit complet basé sur cette nouvelle techno en novembre. Donc au fur et à mesure, ça renforce aussi votre capacité et vous démontrer que vous êtes capable aussi, en tweakant le produit rapidement, de délivrer la promesse qui était là au début. Mais ça nécessite d'avoir des métriques et des enjeux, la vision dont je parlais, qui doit être claire. Nous, c'était ça notre enjeu. Une dernière question ? Aujourd'hui, vous avez une date de fin à ce projet ou ce programme, ou vous êtes plutôt en train d'installer une démarche finalement qui pourrait être récurrente, un peu d'innovation et de qualité? On appelle même plus ça un projet, c'est un programme effectivement, parce qu'il touche beaucoup de choses. On a la volonté qu'à la fin de l'année prochaine, on ait terminé le déploiement de ces nouvelles stacks techniques sur nos deux principaux produits, notre produit restaurant et notre produit nos produits grand public. Ça ne veut pas dire qu'on aura décommissionné tout le legacy, parce que typiquement, ça veut juste dire que les nouveaux produits seront prêts, mais ensuite on a une base de clients installée. On a aussi des gens, par exemple, si on parle des apps, il y a des gens qui peuvent utiliser des apps qui s'appuient sur des API qu'on n'aura pas décommissionnées. Donc il y a toute une phase qui va être derrière d'accompagnement et de dépréciation au fur et à mesure, qu'on pilotera ou pas. Ça, c'est pareil, il y a des enjeux d'argent derrière. Et donc notre ambition, c'est d'avoir terminé nos nouveaux produits 100% ready sur la nouvelle stack fin de l'année prochaine. Après, par contre, il y aura encore du travail, il y en a encore des applis legacy. On aura peut-être aussi des nouvelles technos qu'on aura fait rentrer. La compétition va arriver, il y aura peut-être des nouvelles choses auxquelles on va se positionner. En tout cas, à date, c'est notre enjeu, notre ambition. Il y avait une dernière question peut-être au fond. Oui, il n'y a pas de slot après, donc. Ouais. Oui, bonjour. J'avais une petite question par rapport à Node.js. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix technique? C'est moi tout simplement. Moi j'ai rencontré Ryan Dahl il y a pas 10 ans mais pas loin, donc le créateur de Node.js qui m'avait convaincu à l'époque, qui est un gars assez exceptionnel, et j'avais introduit cette technologie dans mon précédent boulot où j'ai mené une refonte complète du système d'information en Node.js. Donc full stack, orienté composant, et j'en étais très content pour plein de raisons. Donc d'une, c'est un langage
connu du web, le JavaScript, il est partout aujourd'hui. De deux, côté infra, et moi je gère aussi l'infra, c'est quelque chose qui est assez redoutable, c'est peu consommateur en mémoire, par exemple, il suffit d'avoir un petit peu de CPU et ça suffit pour gérer un certain nombre d'appels en simultané et une grosse base client. Donc je trouve ça assez économe et je voulais, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix pour moi, entre le Ruby, le Java, le Python, c'était trop compliqué, on n'avait pas les ressources, c'était difficile d'embaucher, donc le Node.js s'est un peu imposé à nous et puis j'ai réussi à convaincre Florent assez facilement. Tout d'abord, merci pour le retour d'expérience et le slot de présentation. J'avais une question notamment sur un point que vous avez abordé, ce sont les ambassadeurs. Je trouve que c'est un point qui est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, quand on mène un projet, on peut rencontrer des résistances, etc. Et c'est toujours intéressant de s'appuyer sur des ambassadeurs en interne pour s'assurer que le projet soit bien mis en place et ne rencontre pas de résistance. Et donc, je voulais savoir en fait comment vous motivez ces ambassadeurs. Est-ce que c'est uniquement par la gloire, entre guillemets, de participer au projet de manière sur la stratégie, ou il y a aussi d'autres incitations, qu'elles soient salariales, monétaires ou quoi que ce soit? Merci. Alors, pareil, là, on n'a rien inventé. C'est technique classique de gestion du changement. Vous voulez faire du changement, vous identifiez les promoteurs, les détracteurs, vous vous appuyez sur les promoteurs. C'est du management, c'est pas du management 2.0, c'est du management à l'ancienne. Donc, on a juste regardé quels étaient les gens qui étaient prêts à monter à bord. Les ambassadeurs, ça influe aussi sur la manière dont vous recrutez. On a pris des gens qui avaient fait, par exemple, une carrière. On a quelques personnes sur lesquelles on s'est appuyé, qu'on a recruté récemment, qui étaient des gens sur lesquels eux avaient fait une carrière récente, 100% Node. Et on savait, qu'en les plaçant au bon endroit, que si on ne s'était pas trompé sur le recrutement, on allait avoir ces personnes où on allait pouvoir s'appuyer, être des vecteurs de changement. La deuxième chose, non, il n'y a pas de... On ne les a pas désignés officiellement comme ambassadeurs. On a essayé que ça prenne tout seul. C'est le pari qu'on a fait. Par contre, on a été très présent pour accompagner, faciliter, prendre les décisions rapidement, trancher rapidement aussi. Il faut assumer, il faut porter. Ce qui est important en termes de leadership sur le management, c'est que vous allez imposer un changement. Vous ne devez pas laisser les équipes toutes seules avec ce changement. Vous avez beau avoir vos ambassadeurs, ça veut dire que vous devez être présent. Donc le travail par exemple qu'a fait Arlo avec son architecte pour trancher très rapidement sur des débats qui n'avaient pas lieu d'être. Parce que pareil, les ingénieurs, on adore discuter, gloser, savoir est-ce qu'on met la virgule à gauche, à droite. On a tous nos petites névroses, mais c'est pas grave. Et donc on a besoin d'avoir des gens qui tranchent. C'est comme ça, ok. Et ensuite, le truc qui est génial, c'est ce que je disais. Quand vous livrez votre premier produit, 4 mois après, que les gens savent, pour une partie d'entre eux, que vous avez planté un projet qui a duré 15 mois précédemment, qui s'est terminé dans la boue. Et que là, au bout de 4 mois, vous avez un premier win. Puis vous en avez un deuxième au bout de 6 mois. Que les gens commencent à voir, commencent à comprendre, qu'ils le voient fonctionner en prod. Pareil, le muscle de prod, quand vous le forcez, que les gens se rendent compte que ce qui tournait en 500 millisecondes maintenant, et qui ne tenait pas la charge, il tourne en 200, 100 millisecondes, 50 millisecondes, et qui tient la charge sans problème. Voilà, ça commence à prendre en fait. Donc il faut aussi beaucoup se baser, au début sur quelques ambassadeurs, mais aussi après vous avez des proof points qui vous permettent d'emmener petit à petit toute la communauté sur le changement. Merci à tous.